Et je me suis rendu compte que moi, qui ai grandi dans la guerre, j'ai passé ma vie à couvrir des guerres. Et donc l'état-major français décide de transférer tous les villageois des villages enclavés dans des camps dits de regroupement pour pouvoir les soustraire à l'influence indépendantiste du FLN. Deuxième volet, leur faire découvrir les bienfaits de la France, l'amour de la France, et les convaincre qu'il est plus intéressant pour eux d'être dans le camp de la France que dans le camp du FLN. Nous étions 6500 habitants dans le camp. Les conditions d'hygiène étaient tellement atroces qu'il y a eu 10% de morts d'enfants, surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui le rhumatisme articulaire, c'est-à-dire des angines mal soignées. Et c'est ce qui a failli m'emporter, moi. Et après, quand j'ai fait une radio, j'ai encore des calcifications, ce qui veut dire que j'ai eu une primo-infection, c'est-à-dire un début de tuberculose. Le camp était entouré de barbelés électrifiés, ça je le sais parce que j'ai vu une chèvre un soir être complètement, qui s'était frottée à ce verre et à ces barbelés et qui avait explosé. En tout cas, je revois des étincelles. La chance pour notre camp, c'est que le chantier du barrage a donné du travail à tous les hommes, à tous les adultes. Donc du coup, des paysans qui vivaient au rythme des caprices de la nature, des mauvaises récoltes, des bonnes récoltes, des pluies, avaient soudain un revenu mensuel stable. Leurs enfants pouvaient aller à l'école. Et il y avait une infirmerie, pas un hôpital, mais au moins une infirmerie. Du coup, comment dire cela? Comment dire cela? C'est une entrée avec un coup de pied énorme au derrière dans la modernité et dans l'économie de marché. Le barrage dans lequel j'ai grandi a été rempli et inauguré début 61, c'est-à-dire un an avant l'indépendance. Et donc, au moment où j'ai vu la montée des eaux du barrage s'approcher du camp, et donc l'armée nous a déplacés vers un deuxième camp, à 7 km plus au nord, qu'on appelait la Carrière. Et un matin, je suis sorti vers 9h, 10h du matin, comme d'habitude, dans la vie routinière du camp. Il n'y avait pas école ce jour-là. Et donc maintenant, je sais, c'était le 19 mars. Je suis sorti et soudain, je vois un petit avion qui passe au-dessus du camp et qui lâchait des tracts. Je n'avais jamais vu de lâcher de tracts. On dirait des petits papillons comme ça. Ils sont tombés. Quelqu'un a ramassé un de ces bouts de papier, il me l'a donné. J'ai dit, qu'est-ce que le feu? Mais tout le monde avait compris, j'ai senti une immense clameur monter dans la partie du camp où j'étais, parce que le camp était très vaste. Pour la première et dernière fois, j'ai vu mon père vraiment dans une allégresse totale et je l'ai vu danser comme un dingue. Lui qui était très réservé, plutôt timide, je l'ai vu danser comme un fou. Mais alors, j'ai raconté toute cette vie, cette enfance dans le camp, dans un récit autobiographique qui est entièrement basé sur mes souvenirs, que j'ai appelé « Sors, la route t'attend ». Et ce titre m'a été donné, je l'ai repris d'une phrase que me disait ma mère quand j'étais petit, que je devais aller à l'école. Et donc je l'ai fait en hommage à ma mère qui était illettrée, et je voulais lui faire la surprise, en disant « Maman, tu ne sais pas lire, tu ne liras jamais ce bouquin, mais ce bouquin, il porte un titre que tu as toi-même donné. » Et elle est morte 10 jours avant. Et donc, je n'ai pas pu le lui montrer.
Mais elle est là. Et je me suis rendu compte que moi, qui ai grandi dans la guerre, j'ai passé ma vie à couvrir des guerres. Et j'ai vu des camps de réfugiés partout. Palestine, en Amérique du Sud, en Irak. Mais je n'ai jamais fait le lien. Je ne me suis jamais dit, tiens, tu as vécu ça. Jamais. Ça montre l'extraordinaire capacité du psychisme humain à créer des barrières hermétiques. Réconciliation des mémoires, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne n'a jamais expliqué ce que ça voulait dire. Par contre, je trouve que le Palestinien, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, a trouvé une très bonne formule, parlant des Israéliens. Il a dit, je voudrais qu'on discute avec eux, discuter avec nos voisins israéliens, non pas argument contre argument, c'est-à-dire vous avez détruit des villages et l'autre qui dit vous avez mis des bombes dans des restaurants. Non, c'est pas argument contre argument parce que c'est infini, mais vécu contre vécu. C'est-à-dire que chacun prenne en considération la façon dont l'autre a vécu le même conflit. Et ne pas le disqualifier, ça ne veut pas dire lui donner raison, mais au moins l'écouter, parce que la vertu d'écouter le vécu d'un autre le réconforte d'une certaine manière et le rend plus apte à comprendre votre propre vécu. Donc c'est beaucoup plus un partage de vécu, c'est de là que peut naître la réconciliation.